Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 83. Nous sommes vendredi et le vendredi c'est le tour d'horizon complet du marché crypto. Donc je vous propose d'analyser ensemble le marché, les tendances, les graphiques, les cryptos à potentiel, les cryptos qui performent, etc. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de faire assez concis cette fois-là, vu que le Kaiser News de mardi dernier était assez complet. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Bitcoin est de 29 872 dollars, l'Ethereum de 1892 dollars. Donc, on voit que ça stagne, grosso modo. La capitalisation du marché crypto à la date de clôture du 20 juillet, c'est-à-dire celle qui s'est terminée à 1 h du matin, elle est de 1245 milliards de dollars en légère hausse de 0,04% versus 0,47% la fois d'avant. Le Bitcoin, lui, a retracé de 0,20%. Donc on voit que le Bitcoin retrace. L'Ethereum, lui, il a progressé de 0,30% et les altcoins ont progressé également de 0,23%. Ce qui indique donc que le Bitcoin a moins performé que le reste. Donc ça se retrouve évidemment sur sa dominance avec encore une fois une petite mèche rouge ici, légère baisse encore du Bitcoin. Alors là, on est en vision hebdomadaire pour rappel. Donc c'est pas mal que la dominance se retrace parce que vu qu'on est quasiment constant au niveau du marché global crypto, le fait que la dominance du Bitcoin retrace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fonds qui arrivent sur les altcoins, des nouveaux fonds. Donc c'est toujours bon à prendre, on va pas du tout cracher dessus. Et on le voit bien d'ailleurs, maintenant on voit qu'il y a beaucoup d'altcoins qui commencent à performer, les bons projets performent. Donc ça c'est intéressant et je pense que ça va continuer jusqu'au bull run, c'est-à-dire qu'on va latéraliser, ça fait des semaines et des semaines que je vous le dis, et les bons projets vont en profiter pour pumper, et donc c'est intéressant, d'où la raison pour laquelle il faut détecter, identifier les bons projets, et c'est toute la raison d'être de ces Kaiser News, donc ça tombe bien. Côté sentiment crypto, le Fear and Greed. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a baissé de 6 places quand même. On est à nouveau à 50. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse? Je pense que c'est peut-être aussi les conditions par rapport à l'approche des taux de la Fed. Il y a quand même une hésitation du marché. Est-ce que les taux vont augmenter ou pas? A priori, ils devraient quand même augmenter. Et qui plus est, il y a la fameuse nouvelle avec le Nasdaq. Bon, je vais y revenir après dans les news, mais qui a peut-être pu jeter un petit froid, mais c'est un petit froid, on reste à 50. Franchement, c'est pas mal, c'est neutre. Voilà, il n'y a pas non plus de grosses mauvaises nouvelles, il n'y a pas de grosses bonnes nouvelles. Bon, on est sur du neutre. Côté évolution de l'index, notre fameux Fear and Greed, donc sur 200 jours, ce qu'on peut voir, c'est qu'on retrouve notre trendline des 50. Ici, voilà, on ne la perd pas, ça reste, à mon avis, ça restera comme ça pendant pas mal de temps. Parfois, on fluctuera un petit peu au-dessus, un peu en dessous. On est dans un range et on en sera également dans un range au niveau du sentiment crypto, à mon sens. Je continue avec le Rainbow BTC, donc graphique maintenant que vous connaissez bien pour ceux qui suivent les Kaiser News, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc l'arc-en-ciel ici, qu'est-ce que ça représente? Donc ça représente en fait le cycle de Bitcoin, effectivement, ce graphe a été affiné pas mal de fois. Et là, aujourd'hui, on a quoi? Donc, on a une vision de ce cours de notre ami le Bitcoin. On voit bien les alternances entre les bull run, les bear market, etc. Nous avons également les périodes de halving qui sont représentées, qui sont espacées de 4 ans en moyenne. Et ce qu'on remarque, c'est effectivement, après chaque halving, eh bien, nous avons des bull runs qui apparaissent ici, ici et ici. Et donc, a fortiori, on se base sur le passé pour prédire le futur. C'est pas nouveau, ça a souvent été comme ça que ça marche. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que le halving, il arrive ici, donc il est fort probable que nous ayons notre bull run derrière. Donc, c'est-à-dire que ça devrait commencer mai-juin 2024. Comment va être la fin de notre bear market? Parce que pour rappel, on est en bear market et maintenant on consolide avant de repartir. C'est toujours pareil. Soit on faisait comme ça, c'est-à-dire on va consolider vraiment dans le bas de l'arc-en-ciel, mais vraiment plat, il ne se passe rien, ce qu'on appelle communément l'hiver crypto. Ou alors on se fait des petits coups de speed comme ça, tac, un petit mini bull run, on revient là, voilà. Donc moi je pense que ça va être ça plus ça, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui va stagner, qui va consolider, latéraliser sans avoir beaucoup de volatilité, pour la faire courte. Mais par contre, ce sera un niveau au-dessus, c'est ce que je vous ai dit aussi, ça fait plusieurs semaines. Pour le moment, on a l'air de prendre le chemin de ce qui a été prévu, de notre plan. Donc ça, c'est pas mal. Je vous ai mis ici la limite basse de l'arc-en-ciel au 22 juillet, c'est-à-dire à demain. Donc la limite basse, c'est ce niveau-là. Il sera de 16 981 dollars. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, à mon sens, à partir d'aujourd'hui, il ne sera plus possible d'avoir un Bitcoin à moins de 16 981 dollars. N'en déplaise au bear. Derrière la limite basse de l'arc-en-ciel au 31-12-2023, donc à la fin de l'année, c'est-à-dire ici, ce sera 20 015 dollars, ce qui implique que au 1er janvier 2024, nous ne pourrons plus avoir un Bitcoin en dessous des 20 000 dollars.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui possèdent du Bitcoin, plus le temps passe, plus la valeur minimum de leur bague de Bitcoin augmente également, ce qui fait toujours plaisir. Voilà ce que je pouvais dire sur le fameux Rainbow. Je continue donc maintenant avec l'analyse des saisons crypto. Donc pour rappel, comment ça s'est calculé? Je prends les 50 premiers altcoins et si 75% d'entre eux performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours, dans ces cas-là, on sera dans la altcoin saison. Ça veut dire que c'est eux qui mènent la barque. Si derrière, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a moins de 25% des altcoins qui performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours, alors nous sommes dans une Bitcoin saison. Et là, nous sommes encore dans une Bitcoin saison. On peut voir que nous sommes à 24, mais ce qu'on remarque, c'est que ça commence à frémir, le marché. On voit bien, ça se voit dans les graphes, ça se voit sur les projets, ça se voit dans mes tableaux. Ça frémit côté altcoin. Les bons projets, ils pumpent. Alors, on l'a vu avec le Chainlink, parce qu'ils ont délivré des choses importantes. On va le voir avec le SmartDex, même dans les mêmes, les gyms, etc. On voit qu'il y a de l'argent qui est injecté vraiment sur les bons projets. Et donc voilà, il faut donc les repérer. Mais là, nous sommes à 24. On est encore dans la Bitcoin saison. Alors, il y a moins d'historique là sur le graphe des altcoins par rapport à d'habitude. Je l'ai fait exprès, comme ça, vous pouvez voir que nous commençons tranquillement à être en tendance. On a des creux ascendants, des sommets ascendants. Voilà, ça commence à repartir. Ça frémit côté altcoin. On ne peut pas encore dire que nous sommes en altcoin saison, pas du tout. Il faut être ici. Donc, c'est pas du tout ça. Mais par contre, ça commence à frémir. On va peut-être sortir de la Bitcoin saison, s'extirper de cette Bitcoin saison. C'est pas encore fait. On peut tout à fait encore replonger un petit peu pour repartir derrière. Mais voilà, les choses sont moins pires que ce qu'elles étaient. Et voilà, un marché crypto égal, il y a des capitaux qui rentrent sur les altcoins et non plus que sur le Bitcoin. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà ce que je pouvais dire. Je continue maintenant avec l'analyse graphique. En haut, le BTC, nous sommes en vision hebdomadaire. En bas, l'Ethereum en vision hebdomadaire. Ce que je peux vous dire, bon, je ne reviens pas sur cette grande bougie verte. Ça, c'est l'effet BlackRock. Derrière, Rocco Solid, ce qui est, à mon sens, encore une fois, tout à fait normal. Alors, ce qui peut se passer là, qu'est-ce qu'on a eu? Donc déjà, on a touché le haut de notre nuage hebdomadaire. Je vous l'ai dit, ça c'est une très grande résistance moyen-long terme. Donc ça va être compliqué à passer. Ces résistances-là vont être compliquées. On a vraiment une chape de plomb au-dessus de nous. Donc il va falloir les passer. Ça va prendre un peu de temps. Il ne faut pas non plus être trop pressé. Donc patience, patience. Les niveaux de support ici et ici, ils ont bien tenu pour le moment. Celui-ci, chirurgicalement, paf, on a méché dessus. Ça, c'est pas mal. Et celui-ci, il retient le cours de clôture. La lagging spine bute dessus, c'est pas mal. On a deux choses là. On a le support qui est ici. Donc la lagging spine, elle bute dessus. Mais derrière, on a la SSB du nuage mensuel. Très puissant aussi, ça. Donc de visu là, il y a quand même une bonne probabilité que la lagging spine remonte le long de la SSB du nuage mensuel. Et donc ça provoquerait une augmentation des cours jusqu'ici, à peu près. Donc il est tout à fait probable que les prix repartent à la hausse jusqu'à 31 237, voire un peu plus ici, là, à cause justement de cette SSB là. Donc soit elle va repartir vers le nord, ce qui pourrait faire plaisir, ça va évidemment faire monter les prix, sinon elle va passer à travers, on va continuer de latéraliser, ça je ne peux pas savoir, mais voilà, il y a de nombreuses fois, comme là par exemple, là vous avez vu, ici, il y a le nuage, la lagging spine tout de suite est remontée, donc là peut-être qu'elle pourrait faire la même chose, ça serait pas mal. Bon, attendons de voir, mais c'est une forte probabilité. Si jamais ça va au sud, j'ai envie de vous dire qu'il y a pas mal de supports qui sont assez résistants, notamment celui-ci là qui a bien tenu avec la lagging spine. Ici, elle est venue rebuter dessus, elle l'a passé d'un coup. Les 28 019, ça c'est un support qui devrait être assez puissant. Mais bon, tant qu'on ne retourne pas au-dessous de la Kijun hebdomadaire, à savoir 25 800, il n'y a pas du tout lieu de s'affoler. On peut tout à fait retracer pour remonter. Pour moi, il y aura un range entre la Kijun hebdomadaire et le haut du nuage hebdomadaire. Donc attendons de voir. Mais encore une fois, il est tout à fait possible qu'on vienne friser la résistance supérieure. Concernant Ethereum, Ethereum, la lagging spine, là, on voit bien, elle est rentrée dans le nuage, ça c'est bien, mais elle se retrouve conditionnée par rapport à la SSB de son nuage mensuel ici, ça se voit, on a touché une fois, deux fois, on rebondit sur la SSB du nuage hebdomadaire, donc elle est un peu emprisonnée, la lagging spine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Soit elle repasse par le dessous, mais elle aura toujours quand même cette SSB à franchir, donc je doute quand même qu'elle aille jusqu'en bas pour la refranchir. Alors c'est possible, mais je doute quand même, le plus simple, ce serait qu'elle la franchisse directement, donc à voir. Mais ça, c'est une résistance aussi qui est assez forte, donc ça va dépendre aussi un peu de notre ami le Bitcoin. La hausse du Bitcoin pourrait être le catalyseur pour pouvoir passer cette SSB du nuage mensuel. Donc, wait and see. Mais encore une fois, je trouve que c'est bien orienté. Un Bitcoin comme Ethereum, on a des creux sommets ascendants. Moi, je trouve ça pas mal. Et maintenant, on a une petite phase de latéralisation après les bonnes poussées qu'on a eues. Franchement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Côté calendrier économique maintenant. Donc le CPI, je pense que vous l'avez tous vu, il était conforme aux attentes. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à l'inflation. C'est pas pire, c'est pas mieux, c'est neutre. Bon, ok, très bien, prenons acte. Ensuite, nous avons ici là, les nombres de personnes qui pointent aux assédiques aux USA. Il est moins élevé que ce qu'on attendait. Donc ça veut dire qu'il y a quand même
quelque part une reprise économique qui est toujours présente aux États-Unis. Donc ça peut être bien pour l'économie, mais pas terrible pour l'inflation. Toujours la même histoire. Pour rappel, attention, hein, les chiffres, les taux vont être annoncés par la Fed le 26 juillet 2023. Et ça ne va pas en faveur d'une stagnation des taux. Alors on ne parle pas de diminution, hein, ça c'est un rêve, il n'y aura pas de diminution des taux, ça c'est sûr. Ça sera plutôt en 2024, je pense. Mais là, toute la question est de savoir, est-ce qu'on va les augmenter ou est-ce que ça va stagner? Voilà. Donc là, moi, je pense quand même qu'on se dirige plutôt vers une augmentation des taux. Et c'est ce que j'avais dit, je pense que le marché l'a même presque déjà pricé. Donc, wait and see par rapport à ça. Pour le reste, donc attention, hein, donc ça veut dire que la semaine prochaine, il va y avoir une forte volatilité hein, sur les cours du Bitcoin et de l'Ethereum à cause justement de cette augmentation des taux attendus. Donc, pour les news, nous avons donc BlackRock, ça on en a maintes et maintes fois parlé, son fameux trust Bitcoin, donc affaire à suivre, qui se basera sur Coinbase, lequel est attaqué par la SEC, etc., le procès, tout ça. Bon, je ne vais pas vous la refaire hein, à chaque Kaiser News. Par contre, petite nouveauté, c'est le Nasdaq qui a décidé d'abandonner son service de garde crypto, hein, qui était quand même attendu. Il travaillait dessus, je crois, depuis 2021. Et évidemment, en cause, c'est la réglementation aux USA qui est beaucoup trop floue et ils ne peuvent pas avancer avec une réglementation comme ça. Donc c'est un peu dommage. Nuançons quand même la chose. Hein. Le PDG de Nasdaq a annoncé qu'il n'abandonnait pas complètement l'univers crypto, hein, bien au contraire. Il prévoit toujours de favoriser la croissance du monde crypto, donc ça c'est très bien. Et ceci ne remet pas en cause l'ETF BlackRock. Ça c'est très important de le savoir. Donc l'ETF BlackRock, plutôt le Trust Bitcoin BlackRock, n'est pas remis en cause par rapport au fait que le Nasdaq abandonne son projet. Alors, peut-être que c'est juste temporaire, hein, peut-être qu'ils le reprendront plus tard, mais en tout cas, voilà, l'état de l'art, c'est ça. Et c'est ça, du coup, qui peut expliquer le pourquoi on est revenu donc à un Fear and Greed plutôt neutre sur les 50. Je continue avec le top 15 crypto. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le top 15 crypto? Il n'y a pas grand-chose qui a évolué hein, depuis la journée d'hier et même depuis le dernier Kaiser News, donc je ne vais pas m'attarder. Côté Ripple, on est quand même à 80 centimes, hein, c'est très très bien Ripple. Hein. Il maintient son cours hein, avec ce qui s'est passé, notamment avec les bonnes nouvelles qu'il a eues lors de son procès, donc bravo à lui. Le BNB, il n'arrive pas à remonter au-dessus des 255, c'est pour moi vraiment le pivot à partir duquel on pourra dire qu'il est à nouveau en tendance. Mais là, Binance est empêtré dans pas mal de problèmes, donc il reste à 242, c'est quand même moyen. C'est pas tip top le graphe hein, quand on le regarde. L'Idostech, tout ça, c'est pas mal. Le Cardano a perdu 2%, Solana 3%. Bon, les deux là, ils avaient bien pumpé avant, j'en avais parlé mardi. Donc ça, je pense que c'est juste des retracements, des corrections, mais il n'y a rien de bien significatif ni de bien grave à ce niveau-là. Le Dogecoin, le Tron, il continue, le Tron à progresser petit à petit, hein, 1% en plus. C'est une blockchain qui est pas mal utilisée, celle-ci, hein, le Tron. Hein. Le Polygon a repris 4%. Le Litecoin, ça y est, il a arrêté, il était en train de baisser. Maintenant, il a l'air d'avoir stoppé un peu sa baisse. Pour rappel, on attend toujours nos fameux ordinals sur le Litecoin. J'espère que ça sortira un jour. Polkadot, il a pris 3%, pas mal le Polkadot. Hein, il est 14e. Il récupère un petit peu, il pourrait presque passer devant le Litecoin bientôt. Et puis on a le Wrap Bitcoin qui est arrivé en 15e position, incroyable. Ça veut dire que c'est Avalanche hein, qui a dégagé du tableau pour laisser place au Wrap Bitcoin. Ce qui veut quand même dire hein, que le Bitcoin a vraiment suscite l'intérêt, hein, parce qu'on a 2 Bitcoins dans le top 15, ce qui est quand même assez surprenant et ce qui est quand même assez significatif de l'état du marché crypto actuel. Ça y est, c'est bon pour le top 15. Je continue, et là on a un beau rythme, gardons-le. Donc maintenant, les cryptos qui performent le plus, rang 1 à 250, c'est-à-dire les plus grandes capitalisations, les cryptos donc les moins risqués, malgré le fait que c'est risqué, minimum dans votre portefeuille 75%. Et qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien ici, SmartDex. C'est pas beau ça? SmartDex 19%, numéro 1 des cryptos les plus performantes, des plus grosses capitalisations. Bravo à lui, il est devenu 241e, il a gagné 24 places. Magnifique SmartDex, vraiment super, le projet bulle de bien. Je suis extrêmement content de ce projet. Donc ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un DEX. Alors j'en parle dans tous les Kaiser News, donc voilà. C'est un DEX qui s'attaque à la problématique des impermanent loss, problématique ô combien connue dans le monde de la DeFi et ô combien dérangeante. Donc ce projet-là vise à lutter contre ce problème en ayant développé donc un algorithme innovant, évidemment protégé, qui permet de limiter les impermanent loss. Et donc il est plus performant que les autres DEX, comme Uniswap et autres. Et ils ne se sont pas privés pour le montrer d'ailleurs. Hein. Sur leur site, vous avez pas mal de simulateurs qui vous permettent justement de simuler votre impermanent loss en ayant vos tokens sur des pools de SmartDex et sur des pools d'Uniswap. Et vous verrez que la différence est tout à fait notable. Donc bravo à lui. Petite précision également, ça y est, depuis aujourd'hui, ils sont en train de déployer la compatibilité du SmartDex avec les autres blockchains.
Polygon, Arbitrum, BSC. Donc nous sommes maintenant capables de farmer sur Polygon et sur Arbitrum. Ça c'est top avec des très très bons rendements. Donc ça c'est parfait. La BSC à l'heure où je tourne cette vidéo n'est pas encore activée, mais ça devrait l'être dans les heures qui suivent. Donc parfait, parfait, ça bute de bien, c'est super. Ensuite, Band Protocol, 12%, il a pris 9 places. Donc ça, c'est un petit peu à l'image de Link, hein. C'est un oracle interchaîne, ça permet donc de connecter des données du monde réel à plusieurs blockchains. Donc effectivement, les oracles, c'est quelque chose qui est indispensable dans l'univers de la crypto. On a besoin d'avoir des données du monde réel, ne serait-ce que des résultats de matchs de football, la valeur de certaines actions, obligations, la valeur de SCPI, enfin de n'importe quoi, on en a besoin, et donc c'est les oracles qui s'occupent de ça. Et donc forcément, vu que c'est indispensable, on est forcément obligé de les utiliser. Et Link et Band Protocol vont bien pumper les deux, hein. Link, je crois qu'il a pris 20%, Band Protocol 12%, donc très bien. AMP aussi qui a pris 9%. Alors AMP, ça c'est le fonctionnement est un peu particulier mais intéressant, hein. Ça sert de collatéral pour une transaction donnée. Grosso modo, ça sert de garantie. Et ça procure du coup vitesse et sécurité. C'est utilisé par Flexia, c'est utilisé évidemment dans la DeFi. Alors comment ça fonctionne? Alors imaginez qu'il y a un acheteur qui veut acheter donc une montre à un vendeur. Voilà. La montre, on va dire qu'elle vaut 100 $. L'acheteur, lui, il aura bloqué, je sais pas, peut-être 1000 $ de jetons amples, voilà. Et donc, au final, à chaque fois qu'il y a une transaction, donc quand l'acheteur va acheter la montre, il y a une transaction qui va se faire pour bloquer 100 $ de ses jetons amples. Lui, il va faire la transaction dans la crypto qu'il veut, je sais pas, il va payer en Bitcoin, en Litecoin, etc. sa montre. Il n'attend pas que la transaction aboutisse. Il peut repartir directement avec la montre. Pourquoi? Sécurité. Parce que si jamais la transaction n'aboutit pas, alors automatiquement, la garantie sera liquidée, c'est-à-dire la somme correspondante à la montre sera liquidée, donc les 100 $, et iront directement dans les caisses du vendeur. Donc le vendeur, quoi qu'il arrive, il aura son argent. Et l'acheteur, si jamais il y a eu un problème avec sa transaction, c'est pas grave, il aura juste son stock de AMP qui aura un peu diminué de 100 $. Il pourra après le réalimenter avec d'autres 100 $ ou pas, ça dépend. Voilà comment ça fonctionne, pour la faire courte. Donc ça c'est pas mal, 9% en plus, super. Ensuite sur les 48 dernières heures, Stellar, hein, Stellar qui a pris 28%. Stellar c'est un protocole de paiement, hein, qui est open source, un peu similaire à Ripple d'ailleurs. Donc je pense qu'il d'ailleurs il profite, hein, du pump de Ripple pour lui également pumper. 28% c'est très bien pour lui, bravo. C'est d'ailleurs le numéro 1 sur les 48 dernières heures. Ensuite on a SmartDex qui a pris 21%. Et ensuite nous avons PandyX qui a pris 8%. Alors PandyX c'est pas mal aussi, hein. Ça sert également à démocratiser le paiement en crypto. Donc ça je trouve ça génial, hein, qu'il y ait beaucoup de sociétés qui travaillent dans le paiement crypto, parce que effectivement si on veut s'approprier l'univers crypto, si on veut que les gens, les personnes lambda s'approprient les cryptos, il faut que ce soit simple. Et ils vont dans ce sens-là, PandyX. Eux, ils ont développé des terminaux, alors pas que ça, des terminaux physiques, donc du matériel, hein, électronique, donc des terminaux, qu'ils appellent ça les terminaux de paiement, on va dire, qui iront donc chez les commerçants. Ils ont développé également des cartes de paiement pour les acheteurs et les particuliers. Et ils ont également développé un portefeuille sur Android et iOS, un wallet. Et au final, ce qui se passe, c'est que les commerçants, maintenant, eux, ils auront ce terminal de paiement, ce terminal pour recevoir finalement les paiements en crypto chez eux. Et à chaque fois qu'un acheteur paiera, donc paiera soit avec sa carte de débit immédiatement ou alors avec son wallet de téléphone, à chaque fois qu'il paiera, le terminal va convertir n'importe quelle crypto, donc la crypto utilisée par l'acheteur, hein, Litecoin, ça peut être plein de cryptos différentes, va automatiquement convertir ces cryptos en stablecoin ou alors avec des partenaires en fiat directement. Voilà. Et comme ça, le paiement en crypto se fera de manière beaucoup plus simple. Il est également possible avec ce terminal pour un acheteur ou un utilisateur donné d'acheter des cryptos à travers ce terminal. Donc on peut acheter du Bitcoin ou autre, voilà, directement. Donc ça c'est quand même important également. Ça va faire plein de petits terminaux pour pouvoir acheter directement des cryptos. Donc ça se démocratise, hein, c'est déjà disponible à Singapour, en Indonésie et autres. Donc c'est pas mal, hein, PandyX, hein, surveillez celui-ci. 240e, hein, de toute façon. Hein. Ensuite, on a Synthetix Network. J'en ai pas mal parlé de celui-ci. Il a pris encore 35%. Hein. Donc ça, c'est le protocole décentralisé par excellence qui permet de créer ou d'échanger des actifs synthétiques. Qu'est-ce qu'un actif synthétique? C'est un actif qui se base sur des actifs du monde réel, des devises, des matières premières, des actions, bref, n'importe quoi. Et donc, ça permet après de trader ces actifs-là. Donc ça, c'est disponible sur Ethereum et sur le Layer 2 Optimism, je crois. Ensuite, on a Terra Classic USD qui lui a pris 31%. Oui, ça, on connaît tous, hein, l'USD, vous vous rappelez, hein, on s'était pris dans les dents celui-là. Hein, il a tellement dépégé, il y en a plein qui ont perdu des plumes. Moi aussi, j'en ai perdu un peu, d'ailleurs. Et voilà, donc ce truc-là, c'est parti à la cave. Derrière, alors, ça reprend 31%. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau PDG qui a été nommé au sein de la fondation Terra. J'ai vu ça passer rapidement. Et donc, il va essayer de redresser un petit peu tout ça, de remettre ça sur les rails.
et ce qui explique pourquoi il peut y avoir un certain engouement. Bon, après, c'est très spéculatif, faut y croire, mais bon, il y a quand même une confiance qui a été brisée, donc ça va pas être facile de remonter la pente. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même ouais, une fondation qui est présente, il y a un passé également qui est présent. Bon, affaire à suivre. Et Smartdex pour 28%. Allez, je continue maintenant avec les cryptos de couleur orange, donc moyennement risqués, enfin risque élevé, mais pas aussi élevé que les cryptos rouges et un peu plus élevé que les cryptos vertes. On commence avec Augur qui a pris 72%. Donc ça, c'est une plateforme de paris en ligne décentralisée. Donc on parie sur le sport, le MMA, on parie sur les cryptos, bref, on parie sur plein de choses. Et c'est vrai que le pari dans les cryptos, même les jeux en ligne, les jeux d'argent, tout ça, ça marche très bien, 72% encore. Ensuite, nous avons BFI Coin qui a pris 49%. BFI Coin, ça c'est un protocole décentralisé qui vise à relier les blockchains EVM, donc compatibles Ethereum, et les blockchains non EVM. Et donc ça, du coup, ça offre une plateforme de développement pour les développeurs, pour leur permettre de développer des applications décentralisées, jeux, DEX, métaverse, bref, tout type d'applications. Et donc ces applications profiteront de l'interopérabilité offerte par BFI Coin, ainsi que de la sécurité des chaînes natives, dont Ethereum, par exemple. Je continue avec Adventure Gold, tiens. 36%, il est 256e maintenant celui-ci. Oh, celui-là que j'avais présenté, il était vraiment bas et il a bien pumpé. Celui-là, j'en ai pas pris. Adventure God, bravo. Ça, c'est un jeu décentralisé d'aventure avec des énigmes, etc. En plus, il m'avait fait bonne impression, Adventure God. Bon, alors sur les 48 dernières heures, qu'est-ce qu'on a? Angour, j'en ai parlé. BFI Goin, j'en ai parlé. Merit Cycle qui a pris 18%. Donc ça, c'est orienté gaming. Ça propose, déjà, ça propose une DAO. Et donc à travers la DAO, ça va investir dans des projets plutôt du coup orientés gaming. Ils ont vraiment pas mal de jeux qui ont été développés. Ils ont une forte expertise dans le domaine du gaming. Et ça propose également des NFT pour les jeux. Voilà, et on peut également staker le token MC. Je continue maintenant sur les 7 derniers jours, c'est le Cryptocurrency Moon qui a pris 271%, magnifique. Ça c'est un token qui est sur Arbitrum et qui a été créé du coup par Reddit pour récompenser les personnes qui contribuent, qui participent, qui font vivre le groupe Air Cryptocurrency sur Reddit. Donc c'est une excellente idée. C'est un cercle vertueux, du coup les personnes participent et sont récompensées pour avoir participé, donc parfait. Augur, j'en ai parlé, et Adventure Gold, j'en ai parlé également. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges, donc ce sont les tokens les plus risqués, attention, capitalisation 801 à 2000, pas plus de 10% dans le portefeuille. Nous débutons avec Collabland qui a pris 734%, bon celui-là fallait le savoir. 734%, donc il a fait à x7 sur la journée d'hier. Bravo à Collabland, il a pris 916 places, 1066e avec un beau volume derrière. Ça c'est un robot communautaire qui est sur Discord et Instagram et ça permet à la communauté de partager, d'échanger, voilà, ça fait un rapprochement social de la communauté. Ça propose également une DAO, ça propose également une petite marketplace avec des mini applications qu'on peut greffer au robot. Donc ça marche pas mal, en tout cas, voilà, les chiffres parlent pour lui, donc bravo. Ensuite, on a Populous. Populous qui a pris 59%, c'est pas mal. Par contre, Populous, je suis étonné parce que depuis novembre 2021, ça fait plus rien. C'est en état de mort cérébrale, à cause du Covid notamment. Populous, c'est comme une société d'affacturage en fait. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais grosso modo, on a les sociétés, plutôt les TPE et les PME, donc les petites sociétés. Elles ont toujours un problème récurrent, c'est les problèmes de trésorerie. C'est hyper important si elles veulent pouvoir s'étendre, si elles veulent pouvoir prospérer, elles ont besoin de trésorerie et quand elles émettent des factures et que leurs clients ne les paient pas à temps, alors ça peut faire des trous dans leur trésorerie, ça peut être extrêmement problématique. Donc pour éviter ce problème, elles peuvent faire appel à une société d'affacturage. Donc là, c'était le rôle de Populous, la plateforme Populous. Ça veut dire qu'elles vont proposer leurs factures à la vente à d'autres personnes, donc à des acheteurs, donc à la vente aux enchères. Et donc, par exemple, il y a un acheteur qui pourra dire, OK, moi j'achète cette facture, donc j'achète moins cher que le montant de la facture, et c'est moi qui vais derrière récupérer l'argent que me doit le client de la société au final. Et donc, je vais toucher un peu comme ça. Le client va me payer plus que ce que je paye à la petite TPE, PME, donc moi je vais récupérer l'argent par ce biais-là. Et pour la société, c'est bien aussi, parce qu'au final, même si elle est un petit peu moins payée, elle va être payée très rapidement, et donc on n'aura pas de problème de trésorerie, elle pourra continuer sereinement. Et donc ça, c'est un principe qui est pas mal, mais donc Populous avait mis ça en place, la plateforme décentralisée d'affacturage, et apparemment, donc ça n'a pas, avec le Covid, ça a été très délicat, et ils s'en sont parmi. Alors là, il y a une augmentation de 59%, bon, peut-être que ça repart, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'étais resté là-dessus, donc elle a repris 175 places, donc wait and see. Par contre, attention, le site il n'est pas opérationnel, le Twitter, le compte il ne fonctionne pas non plus. Donc j'ai quand même envie de vous dire, faites extrêmement attention à ça. Ensuite, nous avons Igouverse Igou. Alors celui-ci, ça fait longtemps que je vous en parle. Il est même dans les cryptos à potentiel des Kaiser News. Donc là,
Ça, c'est par rapport, hein, rappelez-vous, aux animaux domestiques. C'est vraiment axé là-dessus. Donc, grosso modo, on fait des photos de son animal domestique. Derrière, c'est transformé en NFT. Si on n'a pas d'animal domestique, alors le logiciel va en créer un pour nous via une AI. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est un peu de move to earn. Il faut promener notre animal, etc. Derrière, on peut également envoyer les NFT à la communauté. On aura des rewards par rapport à l'originalité de notre animal. Bref, tout un écosystème autour des animaux de compagnie. Il a pris 57%. Voilà, direct. Mefree, pareil, je vous en ai parlé de Mefree, j'en ai pris un peu moi de Mefree d'ailleurs à l'époque. Il a pris 72%, super. Alors ça, c'est un DEX qui s'attaque à l'autre grosse problématique de la DeFi, hein. La première, c'est l'impermanent loss, Smart DEX. La deuxième, c'est la MEV, donc Mefree. Et la MEV, pour rappel, hein, alors je vous l'avais expliqué, quand on fait des transactions avec Ethereum, par exemple, toutes les transactions vont dans ce qu'on appelle la même pool. Et à partir de là, le problème, c'est que si une personne fait une grosse transaction, style 1000 Ethereum, il veut acheter, bah, il y a des repos qui vont scanner ce qu'il y a dans la même pool, toutes les transactions. Et si jamais il y a une grosse transaction comme ça qui peut un peu influer le marché, eh bien, il faut s'arranger pour glisser des transactions juste au-dessus, avec en payant des gros frais de gaz, comme ça leur transaction sera prioritaire. Et si jamais il y a quelqu'un, par exemple, qui achète 1000 Ethereum, par exemple, bon, ça ne sera pas vraiment significatif dans le cas de l'Ethereum, mais imaginons il achète 1000 Ethereum, dans ces cas-là, le cours peut évidemment monter. Et donc, dans ces cas-là, il y a un robot qui peut placer une transaction d'achat juste avant, comme ça, sa transaction va passer, il va acheter lui 50 Ethereum, la transaction de 1000 Ethereum passe derrière, le cours il monte, et puis après, il revend derrière. Voilà. C'est ce qu'on appelle se faire sandwich attack. Bon, bref. C'est toute la problématique de la MEV. Et il y a très peu d'applications qui s'attaquent à cette problématique. Et donc, Mefree, voilà, moi, c'est le premier que je vois. Donc, 72%, c'est amplement mérité. 246 places en plus à surveiller celle-ci. Banano, 28%. Banano, alors ça, j'allais vous dire, c'est un meme coin, mais c'est plus qu'un meme coin, les amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il propose plein de petites choses. Déjà, il y a le wallet Banano, il y a un bridge Banano sur plein de blockchains différentes, Phantom, etc. Donc, voilà, ça c'est pas mal aussi, hein. Il n'est pas conditionné à une seule blockchain. Il y a un NFT Banano qui est offert pour chaque détenteur de Banano. Il y a des wallets qui sont proposés par Banano sur le téléphone Android iOS. Il y a également un wallet desktop qui est compatible avec le Ledger. Il y a également des liens avec les Discord, etc. Donc ils ont quand même un écosystème qui est assez développé. Bon, en même temps, elle n'est pas non plus toute jeune, hein, cette crypto, hein. Et ce qu'ils ont mis également en place, c'est du minage, hein. Donc on peut miner du Banano via des GPU, etc. Et le minage servira, c'est un peu du proof of useful work qui servira pour la recherche médicale. Voilà, donc la courbe, elle est aussi intéressante, hein. On a des gros pics en 2021-2022, ça a un peu frémi en 2023, mais pas beaucoup. Et là, voilà, on a l'impression que ça commence un petit peu à repartir. Donc à surveiller également. Ensuite, nous avons Observer. Observer qui a pris 27%. Donc ça, c'est coréen, je vous en ai parlé, hein, de celle-ci aussi. Mais ça fait longtemps que je vous en ai parlé de celle-ci, hein. Vous savez, c'est pour vraiment observer le globe et notamment le climat. Donc il y a plein de capteurs qui sont vendus et donc répartis à travers le globe. Des capteurs de température, des capteurs d'humidité, de chaleur, des capteurs de pression, de particules, d'ultraviolet, bref, plein de capteurs de partout. Et en fait, tous ces capteurs communiquent entre eux et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment une vision extrêmement précise du climat sur la planète Terre et donc l'évolution, hein, du temps qui fait du temps météo. Et c'est vrai que ça, j'avais trouvé ça pas mal à l'époque, hein. En tout cas, elle a pris 80 places, elle est 1060e maintenant, elle a pris 27%, bravo Observer. Et ensuite, sur les 7 derniers jours, Collabland, j'en ai parlé, Mefree, j'en ai parlé, et Observer. Donc, franchement, là, c'était un bon cru, hein, dans les cryptos, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je continue maintenant avec l'analyse des tendances. Nous sommes vendredi, donc on va également analyser les catégories. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc 69 catégories au total, j'ai enfin pensé à le remettre à jour. Donc les layers 1, bon, il n'y a pas de sujet, smart contract également, tac 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 tac. Exchange based token, ok. Ah, donc dans les exchange based, alors, ah oui, la DeFi est venue supplanter les exchanges centralisés, hein. Ça, c'est quand même assez incroyable pour être signalé. Ça veut dire que les exchanges centralisés sont tout de même en perte de vitesse, 3,9% de market cap en plus, versus les DEX qui, eux, ont pris 10,26% de market cap. Donc ça veut bien dire qu'il y a un transfert, hein, de fonds entre les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés. Bon, je pense que le problème Binance y est pour quelque chose, bien évidemment. Derrière, qu'est-ce que je peux vous dire? Le liquid staking token se porte toujours très bien, 4,1% en plus. Les mêmes coins remontent, hein. C'est vrai qu'on en voit maintenant de plus en plus des mêmes coins. Il y a le Jim qui est apparu. Bon, là, il y a le Banano aussi qui a l'air pas mal. Ouais, ça revient. La gouvernance, 6,6% a supplanté l'ETH2.0 staking. Ok, 14, bon, pas de beaucoup, hein, mais ça marche toujours très bien, le staking ETH, il n'y a pas de souci. Les NFT arrivent à se maintenir à la 11e place. Très bien, c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins des NFT. Les Layer 2 ont toujours le vent en poupe, hein, 14,47%
de market cap en plus, hein, c'est énorme, hein, c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé. Les DEX, j'en ai parlé, le Yet Family, le gaming aussi qui est 15e, hein, qui a bien augmenté. Donc ça, ce sont vraiment le top 15 des catégories dans les cryptos. Donc c'est vraiment les catégories qui sont bien positionnées pour le prochain bull run. Derrière, sur les 14 derniers jours, quelles sont les catégories qui ont pumpé, qui ont le plus pumpé justement? Donc on a le gambling qui a pris 57%. Il faut vraiment à un moment donné que je me pose pour choisir les tokens que je vais sélectionner pour les différentes catégories. Alors j'ai commencé à le faire, j'ai pas terminé, mais je vois que ça pumpe bien. Ensuite les BRC20, on ne croirait pas comme ça, c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler. Alors j'en ai présenté un, je crois que c'était mardi dernier dans les Kaiser News. Mais voilà, ça marche 39% en plus, hein, les BRC20. Hein. S'il pouvait y avoir les LTC20, ça me ferait vraiment plaisir. Synthétique Issuer, donc ça c'est 33,54%. Tout ce qui est token synthétique, tokenisation, on en a maintes fois parlé. C'est vrai que ça le vend en poupe et ça va continuer comme ça. C'est même BlackRock qui le dit. Les oracles, on a bien vu, hein, nous avons le Chainlink qui a bien pumpé, on va le voir après, d'ailleurs c'est ici, 20%, vous pouvez le voir là. Et puis on a Bond Protocol, on l'a vu là tout à l'heure, qui a également bien pumpé, les oracles, hein, ça pumpe bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'applications décentralisées qui sont utilisées, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça commence là, on sent que ça frémit, ça se sent. Et puis enfin on a les options, alors les options, ah oui les options au niveau finance, DeFi, oui les options. Donc ça, c'est des options. Donc l'option, c'est quoi? C'est un produit dérivé, hein, qui permet en fait à son propriétaire d'acheter ou de vendre à sous-jacent à un prix déterminé à l'avance. Voilà, et de le vendre donc dans le futur. Et donc ça, c'est des produits qui sont extrêmement utilisés dans le milieu de la finance et ça a pris 25,94%. Mais tout ça, ça veut dire que la DeFi maintenant regroupe énormément d'éléments de la finance traditionnelle maintenant. Hein. C'est vraiment incroyable, hein, quand on regarde derrière nous tout ce qui a été fait dans le monde de la crypto, franchement, c'est incroyable. Ensuite, sur les 24 dernières heures, Avalanche a été le plus recherché, il a perdu 1%. Bon, c'est vrai qu'Avalanche, il a pris un petit retour de flamme également, à voir s'il pourra pumper celui-ci par la suite. Ensuite, on a Arkham. Arkham, oui, évidemment, parce que Arkham, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme dopée à l'intelligence artificielle. Ça a été mis en avant par le Launchpad de Binance. D'ailleurs, moi, j'avais pas pu y participer à celui-là. Mais ça a été pas mal décrié, Arkham. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette plateforme propose de désanonymiser la blockchain. Ça veut dire que sur cette plateforme, on peut voir, par exemple, le compte de Vitalik Buterin. Qu'est-ce qu'il détient comme crypto, etc. Vous voyez? Alors ça cause pas mal de réticence aussi dans le milieu crypto, parce que même si le PDG d'Arkham il dit attendez, la blockchain c'est fait pour être transparent, donc soyons-le. Le problème c'est qu'Arkham propose une marketplace où du coup les gens pourront vendre des informations sur des personnes contre rémunération. Et du coup, ça peut effectivement, c'est un peu border. Hein. Déjà, ça peut donner lieu à des problèmes de sécurité. Hein. On n'a pas forcément envie que les autres sachent ce qu'on a nous sur nos portefeuilles. Alors le PDG d'Arkham a dit, vous inquiétez pas, ça sera que pour les gros portefeuilles. Ok, d'accord, mais derrière, ça peut également pousser les gens à donner de fausses informations pour récupérer des rewards. Donc ça, il faut qu'il y ait des garde-fous, comment ils vont les faire, etc. Je sais pas. Mais bon, allez voir, hein. Vous pouvez voir Vitalik Buterin, ce qu'il a par exemple, et d'autres. Hein. Donc même les sociétés, tout ça, c'est pas mal mis en avant. Bon, à voir comment ça va évoluer, mais en général, hein, quand on parle d'une plateforme, en bien ou en mal, ça fait du buzz, et qui dit buzz dit, voilà, hein, qui dit peut-être une évolution à la hausse du token. Et puis on a Chainlink, hein, qui a pris 20%. Alors Chainlink a la raison de ce pump, hein, je pense que vous l'avez entendu parler. C'est le lancement de son propre protocole d'interopérabilité entre les blockchains. Pour rappel, hein, Chainlink, c'est le plus gros oracle connu aujourd'hui. Et donc ce protocole créera un système de communication standard entre les différentes blockchains, c'est-à-dire un layer limite -1, vous voyez ce que je veux dire, ou 0 -1. Ce sera vraiment la couche très très basse. Et ça va même plus loin que les cryptos. Ça permettra du coup de mixer les données réelles avec les données de la crypto, de mixer la finance traditionnelle avec la DeFi. C'est extrêmement ambitieux. C'est quelque chose qui peut révolutionner sincèrement l'univers crypto. Mais bon voilà, c'était vraiment attendu. Donc Chainlink a surveillé également. Je continue avec Arbitrum, donc ça c'est sur les 48 dernières heures, c'est Arbitrum qui a été la plus recherchée avec le Roll Bitcoin, un Roll Bitcoin bien évidemment, qui a perdu 27% quand même, Roll Bitcoin, attention. Hein. Roll Bitcoin, ça c'est le gambling, etc. Et puis Stellar, hein, Stellar qui suit Ripple dans son ascension, et donc lui pareil, c'est vrai qu'ils ont toujours été très liés tous les deux. Je continue maintenant et je termine avec les fameuses cryptos à potentiel. Donc je ne vais pas y revenir sur toutes, ce que je les ai déjà expliqué mardi dernier lors des Kaiser News, que ça n'a pas évolué. Le Grumpy Cat, ça c'est le fameux meme coin pour les personnes un peu vénères. Le Pastel, création des NFT depuis vraiment la genèse, au dessin le NFT jusqu'à la mise en vente.
Linguverse Igu, j'en ai parlé. L'Onomi Protocol, c'est une blockchain de layer 1 construite avec le Cosmos SDK. Donc d'ailleurs, le Cosmos SDK sera le grand rival de Chainlink et de ce protocole interblockchain, bien évidemment. Et du coup, Onomi Protocol permet de combiner le Forex et la DeFi. Label Production, qui est une plateforme de streaming musical. Et Jim, qui est mon petit meme coin que je vous avais conseillé, car extrêmement bien pumpé. Je continue maintenant avec les fameuses pre-sales que j'ai mis à jour. Alors je voulais mettre à jour en même temps le tableau, je trouve un peu fouillis, mais bon, j'ai pas eu le temps. Vous m'en excuserez, mais je l'ai quand même simplifié pour le rendre un petit peu plus clair. Love 8 Inu, donc pour rappel, j'avais fait à x2, je vous la refais pas, etc. sur mes gains. iDodge, du coup là j'ai perdu de l'argent pour le moment. C'est-à-dire que j'ai perdu 50% de ma mise. Alors pas tout à fait, ça a un petit peu remonté, mais là c'est redescendu. Donc de toute façon je les garde, ça mange pas de pain. Alors les métriques étaient quasiment similaires à Love 8 Inu, mais pour rappel, ils ont mis en place le claim de token en même temps que la mise en vente du token. Il n'y a pas eu de temps entre les deux, contrairement à Love 8 Inu. Donc physiquement, on n'avait pas le temps de les claimer pour aller les revendre, que déjà le prix avait baissé. J'ai fait une analyse dans le Kaiser News qui s'affiche ici pour vous expliquer exactement pourquoi sur iDodge on ne pouvait pas faire de gain, contrairement à sur Love 8 Inu. Donc sur Digitoad, on en est à 92% de la pré-sale. Ça se termine Digitoad. Ça y est, ils ont déjà récolté 6,33 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal, attention, pour une pré-sale, c'est même très très bien. Donc la date, nous la connaissons, 15 août, ce sera la fin de pré-sales Digitoad, les amis. Et le swap, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pourra récupérer les tokens, ce sera le 21 août. Donc maintenant, est-ce qu'on pourra récupérer les tokens avant que le token soit mis en vente sur les exchanges et sur les DEX? C'est toute la question. À partir de là, ma stratégie va différer. CF toujours la vidéo, je vous expliquais ma stratégie. Donc sinon, par rapport à Digitoad, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près cohérent par rapport à la dernière fois. Il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. On est en deçà de Love 8 Inu. Donc à mon sens, je ne m'attends pas vraiment à faire de gains. Ça reste une vision pessimiste parce que moi, j'ai acheté les tokens à 0,0 244 dollars en moyenne et en théorie il devrait être mis en vente à 0,055. On verra si c'est vrai. Ça n'avait pas été vrai avec le iDodge, donc on va voir s'ils tiennent leurs engagements, c'est toujours pareil. Mais quoi qu'il arrive, si c'est vraiment mis en vente à ce prix-là, je vais quand même, je pense, directement aller sur Uniswap et puis quasiment tout vendre d'un coup. Wall Street Meme Coin, ça se maintient bien par contre. On est vraiment dans les mêmes métriques que Love 8 Inu, sauf sur Twitter où on explose Love 8 Inu. Ils sont vraiment très très forts, c'est leur fer de lance Twitter et faire des mèmes comme ça à la volée, c'est vraiment très bien. Pour le reste, on en est à 83%. 83%, 16,788 millions de dollars de récoltés, c'est juste énorme. Là, pareil, je pense faire des gains, mais encore une fois, en espérant que je peux claimer mes tokens avant que le trade commence sur les plateformes, au moins une heure avant, qu'on puisse avoir le temps de se retourner et de transférer nos fonds. Bon, on verra bien. Côté CoinList Néon, alors là, ça y est, j'ai récupéré, j'ai fait 40% de gains. J'ai pas été assez réactif, je suis venu un petit peu tard pour trader mes tokens que j'avais reçus. Alors après, on aurait pu faire beaucoup plus, mais le temps que CoinList nous envoie le mail, de toute façon, c'était un peu râpé, mais on aurait pu faire à x3, mais c'était râpé. Donc au final, 0,4, c'est bien, 40%, c'est très bien. Et en plus, j'ai gardé un petit peu de néon, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, bon. Cette pré-sales là sur CoinList ne nous a pas fait perdre de l'argent, nous a même fait gagner un petit peu. Donc très bien, je mettrai une petite coche verte la prochaine fois. Et puis on a Arkway. Arkway, eh bien écoutez, là logiquement ça devrait bientôt arriver, le premier déblocage, 25% de token. J'attends, c'était 40 jours plus tard, donc ça devrait arriver maintenant dans une dizaine de jours. Voilà, pour le reste, Love 8 Inu, j'en ai parlé, donc ça on attend, ça ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. SmartDex, donc je vous en ai parlé de SmartDex, donc je ne vais pas non plus revenir dessus. Sachez juste que je suis vraiment en full time là, en plus des Kaiser News, en train de travailler sur la vidéo SmartDex, qui va sortir la semaine prochaine, je pense. Ça avance très bien, j'ai pas de problème, et donc vous connaîtrez parfaitement ce projet à travers la vidéo, donc je ne vous en dis pas plus, je ne fais pas davantage de teasing. Pas de sponsoring sur cette vidéo, pas de sponsoring sur les Kaiser News en général. Toutes les tokens qui sont présentés aussi ne viennent uniquement que de mes tableaux et de mes analyses. Il n'y a pas de société qui m'appelle et pour me donner de l'argent pour que je puisse présenter leurs tokens. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les likes, les commentaires, les abonnements, tout ça, j'ai besoin de vous. Il n'y en a pas encore assez. Merci à tous ceux par contre qui m'en laissent. Ça c'est vraiment top, j'adore les lire. Pour les autres, essayez de passer un petit peu de temps, au moins à mettre un like, ça serait pas mal. Comme ça me fera un peu de lumière par rapport à l'algorithme YouTube. Et évidemment, on en a besoin qu'on ait une petite chaîne comme la mienne, qui ne demande qu'à grandir, je vous rassure.
Pour ma part, c'est terminé, nous sommes le week-end. Je vous souhaite à tous de bien en profiter, notamment ceux qui travaillent. Et quant à moi, je vous retrouve donc mardi pour un Kaiser News flash, hein, c'est-à-dire assez rapide, en tout cas moins long que celui-ci. Voilà, allez, bye bye tout le monde.